Arrête-toi, espèce de noir. Qu'est-ce qu'un déchet comme toi fait à se balader si tranquillement? T'as volé quelque chose, espèce d'Africain, hurla brusquement l'agent O'Donnell. L'homme s'arrêta net. Il leva lentement les mains et se retourna, l'air calme. C'était un homme noir d'un certain âge, d'environ 65 ans, au visage sculpté par des années de difficultés, de vie et peut-être de guerre, portant une casquette marine et un manteau militaire délavé. « Quelque chose ne va pas, officier ?» demanda-t-il d'une voix grave et posée. « C'est vrai que tu traînes dans un quartier où tu ne sembles pas à ta place, » dit Joyoguet en sortant de la voiture, la portière s'ouvrant et se refermant brusquement derrière lui. O'Donnell le suivit de près. « Et comment le savent-ils » demanda l'homme, toujours calme. « Parce que tu ressembles à tout le monde » cracha O'Donnell avec dégoût, en regardant le sac à dos usé en bandoulière. « Sale, porter un truc en lambeaux comme ça, comme si tu cherchais à voler des bijoux. » Gay approcha son doigt, mal à l'aise, du visage du vétéran. « Tu n'as rien à faire ici, alors vide ton sac à dos, les mains sur la voiture de patrouille, et ne fais rien de stupide, vieux. Ils n'ont pas le droit de... » commença l'homme, mais avant que les mots ne puissent quitter sa bouche, O'Donnell l'avait déjà violemment poussé contre le capot de la voiture. Le vétéran grogna, non pas de douleur, mais d'indignation. « Tu sais quoi » dit Joyoguet en fouillant dans son sac à dos. « Ils ont toujours ce foutu drapeau plié, comme si ça les rendait spéciaux, comme si partir en guerre effaçait leur foutu passé. »« Comment t'appelles-tu, vieil homme » grogna O'Donnell en serrant les menottes d'un mouvement sadique. L'homme ne répondit pas. Il leva simplement la tête, les lèvres pincées, ses yeux étincelants non pas de peur, mais d'autre chose, de plus profond, de plus dur. « Où as-tu trouvé cet uniforme » demanda Joyoguet. « Parce que ça sent comme si tu l'avais volé. » Le vétéran ne parla pas. Il tourna simplement son regard vers Joyoguet et le fixa un long moment. C'est ce regard qui fit hésiter l'officier au juste une seconde mais il ne dit rien. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as avalé ta langue, grand-père » railla Joyo en lui donnant une bonne tape dans le dos. « On t'a posé une question. » Le vétéran resta immobile, la joue écrasée contre le capot en feu de la voiture de patrouille. Il ne protesta pas, mais sa respiration devint plus lourde. « Mon nom est sur ma carte d'identité » grogna-t-il finalement. « Dans la poche intérieure de ma veste. » O'Donnell arracha brutalement son manteau, le fouilla sans précaution et en sortit le portefeuille. Il l'ouvrit en ricanant et laissa échapper un rire. Raymondet. « Waouh. Et maintenant ? Tu veux une autre médaille, sergent ? Tu crois que cette carte de vétéran te rend meilleur que nous ? C'est sûr. Mieux que toi, murmura Raymond, sans lever la tête. Les mots lui parvinrent comme une mémoire musculaire. Sans s'arrêter, Joyo attrapa le col de son manteau et le fit tournoyer violemment, lui claquant le dos contre la voiture de patrouille si fort que le métal gémit. « Qu'est-ce que tu as dit, maudit singe ?» « J'ai dit que j'étais meilleur que toi, » répondit Raymond, d'un ton sec et empreint d'une rage sourde. « Parce que je n'ai pas besoin d'un badge pour me sentir homme. » Le poing de Joyo frappa Raymond à l'estomac avec une force brutale. O'Donnell jeta instinctivement un coup d'œil autour de lui, bien que la rue fût déserte. « O'Donnell, ne le marque pas au visage, » murmura-t-il. « S'il se plaint, il faudra qu'il ait l'air d'une chute. »« Tais-toi, tais-toi » aboya Joyo, perdant le contrôle. Il assena un autre coup de poing, cette fois dans les côtes. Raymond tomba à genoux, le souffle court. « Où est ton petit groupe de gens inutiles maintenant » railla O'Donnell. Raymond releva lentement la tête, du sang coulant de sa lèvre, le regard d'acier. « Tu ne sais pas ce que tu fais » murmura-t-il. « Oh, on sait » rétorqua O'Donnell. « Je nettoie cette rue des ordures, comme toi. » Même les genoux frottant contre l'asphalte et les mains menottées dans le dos, Raymond ne baissait pas les yeux. Il n'y avait aucune peur dans son expression, seulement un calme étrange, une immobilité troublante. « Mettez-le dans la voiture » ordonna Joyo. « Nous lui réserverons l'accueil qu'il mérite à la gare. » Sans un mot de plus, O'Donnell saisit les menottes et força Raymond à se lever. Le vétéran grimaça, les jambes tremblantes sous le coup reçu au ventre. « Attention à sa tête » dit Raymond sèchement tandis qu'O'Donnell le poussait sur la banquette arrière. « Oh, maintenant tu t'inquiètes pour ça » ricana O'Donnell. Il laissa échapper un rire amer, puis poussa Raymond en avant, lui faisant claquer la tempe contre le bord de l'encadrement de la porte. Un coup sec et cinglant. Raymond ne cria pas. Il ferma simplement les yeux un instant, comme s'il était ailleurs ou dans un autre pays,
à une autre époque entouré de boue et d'éclats d'obus. Le silence qu'il gardait était plus déchirant que n'importe quel cri. Au poste, personne ne lui a rien demandé. Il a été traîné dans une pièce froide et sans fenêtre. On lui a arraché son manteau, on a pris ses empreintes digitales. On a pris une photo de lui, l'œil déjà gonflé et du sang croûtant au coin de sa lèvre. On lui a attribué le matricule 4467B. Personne n'a même jeté un coup d'œil à sa carte d'identité militaire. Elle a été jetée dans un sac avec son portefeuille et l'insigne d'ancien combattant qu'il avait porté pendant la moitié de sa vie. Tu sais ce qui m'énerve le plus dans tout ça, dit Joyaux à O'Donnell alors qu'il passait devant la cellule où Raymond était assis seul, les mains toujours menottées dans le dos. C'est que ces types finissent toujours par dire que c'est du racisme. Toujours. Comme s'ils n'avaient rien cherché. Raymond releva lentement la tête. Sa voix était désormais plus grave, usée et brisée. Je me suis battu pour ce pays, a-t-il dit, le dos trempé de sueur et le cœur rempli de peur, alors que tu n'étais même pas né. Mais ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Joyauguet s'est approché des barreaux et les a attrapés. La seule chose qui compte pour moi, siffla-t-il, c'est que tu te taises et que tu te souviennes que tu n'es personne ici. Raymond fit un simple signe de tête, lent et silencieux. Le temps s'écoulait lentement dans cette cellule. Les heures s'écoulaient avec une pesanteur glaciale, jusqu'à ce qu'une jeune officier latino au visage sévère s'arrête devant les barreaux. Elle examina le dossier et fronça les sourcils. Raymond, n'est-ce pas? Il releva la tête. Son œil était gonflé et fermé, sa lèvre fendue. Vous avez le droit de recevoir un appel téléphonique. Il était temps, murmura Raymond, la voix rauque. Ils le conduisirent dans une pièce étroite, au mur blanc, avec un téléphone fixe accroché au mur. Raymond décrocha le combiné avec une lenteur et une précaution réfléchie. Il composa un numéro de mémoire, les doigts tremblants mais fermes. La ligne a sonné. Oui, répondit la voix à l'autre bout du fil, profonde, précise, autoritaire. Raymond ne souriait pas. Il ne pouvait pas. Mais sa voix changea légèrement. Marcus. Une pause. Dense, lourd. Papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Raymond prit une longue inspiration. Je suis détenu au commissariat de police de l'Ouest. Voiture de patrouille 47. Ils m'ont arrêté dans la rue il y a quelques heures. Un silence s'ensuivit, pas un silence ordinaire, mais le genre de silence qui se produit lorsque quelqu'un ferme les yeux pour entendre plus clairement. Quoi? Qui t'a arrêté? T'ont-ils fait quelque chose? Ils m'ont accueilli, dit Raymond avec une ironie sèche, puis sa voix s'adoucit. Je vais bien. Mais je veux que tu viennes. Bien sûr, papa. Je m'en vais maintenant. Merci, fiston. Je t'attends ici, dit Raymond juste avant de raccrocher. Raymond raccrocha le téléphone et se tourna vers l'officier qui avait tout entendu sans prononcer un seul mot. Prête? Demanda-t-elle doucement. Prêt. Il le raccompagna à sa cellule, tandis qu'ils avançaient lentement dans le couloir, les autres agents levèrent à peine les yeux de leur bureau ou de leurs écrans. Joyaux ne prit même pas la peine de se retourner. O'Donnell le regarda passer, mais, pour la première fois, il évita le regard de Raymond. Raymond se rassit sur le banc de métal froid. Il se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux, les doigts entrelacés, le regard lourd. Autour de lui, le poste reprit son rythme habituel, le bourdonnement de la routine continuant comme si de rien n'était, comme si un compte à rebours silencieux ne venait pas de commencer. Les agents, inconscients ou feignants de l'être, retournèrent à leur jeu. On pourrait peut-être s'amuser un peu plus, non, dit Joyaux en se dirigeant vers le bloc cellulaire, un sourire narquois au coin des lèvres, l'arrogance perçant ses pas. Ils entrèrent dans la zone de détention, où le couloir n'était éclairé que par de pâles néons qui projetaient de longues ombres sur le linoléum. La nuit était tombée dehors, mais à l'intérieur, le temps s'était arrêté. Raymond n'avait pas bougé. Il restait dans la même position, les mains jointes, les yeux rivés au sol, le corps tendu comme un ressort. Joyauguet a frappé les barres de métal avec sa matraque, le son dur résonnant dans le couloir. Réveille-toi, noir, ricana-t-il, pourquoi ne nous dis-tu pas la vérité sur l'endroit où tu as volé ce badge? Raymond leva lentement les yeux, mais ne bougea pas. Le sang séché au coin de sa lèvre lui donnait l'aura d'une statue antique, blessée mais fière. Je n'ai plus rien à te dire, dit-il d'une voix calme et vide. Joyaux ouvrit la porte de la cellule avec une force délibérée. O'Donnell hésita sur le seuil.
Joyau entra le premier, avançant déjà à grands pas. Il s'accroupit devant Raymond, le regard menaçant. « Et si cette fois, tu nous disais ce que tu faisais vraiment dans ce quartier, murmura-t-il, la moquerie dans le ton, où es-tu devenu muet maintenant, soldat ?» Mais Raymond resta silencieux. Et puis, comme un coup de feu déchirant l'air au milieu du silence, la porte d'entrée principale s'ouvrit avec un fracas assourdissant. Des pas se précipitèrent. Des voix emplirent l'air. « Où est mon père ?» cria quelqu'un. Et un grand homme noir entra en grande tenue militaire, médaille scintillante sous la faible lumière, les épaules carrées comme s'il portait le poids d'une nation. Sa démarche était ferme et magistrale. Il traversa le couloir principal, la dignité de son rang et de l'histoire derrière lui. Il était entouré de 2 autres soldats. L'agent d'accueil peinait à retrouver sa voix. « J'ai eu général Marcus Ellis. »« Où est mon père ?» demanda Marcus d'une voix aiguë et ferme. Le jeune officier qui avait parlé à Raymond auparavant ne dit rien. Il désigna simplement la cellule, la main légèrement tremblante. Sans hésitation, Marcus s'avança, le regard fixé devant lui, le visage sculpté dans le granit. En arrivant dans le couloir menant aux cellules, il vit Joyau à l'intérieur, penché sur son père, et O'Donnell, debout, maladroitement, dans l'embrasure de la porte. Les 3 hommes échangèrent un regard. O'Donnell recula instinctivement. Marcus accéléra le pas et s'arrêta devant la cellule ouverte. Là, il vit son père menotté, couvert de bleu, l'uniforme militaire qu'il portait autrefois avec fierté maintenant froissé à ses pieds. Sa mâchoire se crispa. Sa voix, serrée par la fureur que seule sa volonté retenait, se brisa tandis qu'il parlait. « Papa. » Raymond leva les yeux vers lui pour la première fois, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de résignation silencieuse. « Tu es arrivé, » dit-il simplement. Marcus se tourna brusquement vers Joyau. « Qui lui a fait ça ?» Personne n'a répondu. « J'ai demandé, » répéta-t-il d'une voix glaciale, « qui a posé la main sur lui ?» Joyau essaya de garder une expression neutre, même si une lueur de malaise le trahit. « Eh bien, général, il n'avait pas d'identité claire au début, nous avons suivi le protocole. » Protocole ? Marcus s'approcha, sa seule présence créant désormais une pression dans la pièce, suffocante, autoritaire. Existe-t-il un protocole pour battre un vétéran sans raison ? O'Donnell, pâle, bégayait. « Général, nous ne savions pas qui il était, nous ne savions pas que c'était son. » Peu importe qu'il soit mon père ou un étranger, rétorqua Marcus, la colère se déversant désormais librement. C'est un citoyen de ce pays, un vétéran avec plus d'années de service que vous n'en avez passé à respirer. Raymond leva à peine les yeux, sa dignité intacte, même maintenant. Même menotté et ensanglanté, il était intact. « Enlève les menottes », ordonna Marcus d'une voix basse et mortelle. Personne n'a bougé. Puis, finalement, ce fut le jeune officier le même qui avait traité Raymond avec une certaine humanité plus tôt qui s'avança pour obéir. Il s'approcha rapidement et libéra Raymond, dont les poignets étaient marqués, rouges et enfoncés par les liens serrés. Marcus se pencha à côté de lui, le regard empli d'inquiétude. « Êtes-vous d'accord ?» Raymond le regarda un long moment, le regard fixe. Puis il hocha lentement la tête. « J'ai été pire, mais pas pour longtemps. » Marcus pinça les lèvres, la tension s'accumulant en lui. « Ça ne va pas durer comme ça, » dit-il d'une voix basse mais féroce. À cet instant, la tension, jusque-là contenue, se transforma en quelque chose d'incompréhensible, une prise de conscience tacite. Les 2 policiers sont restés immobiles. Joyau essayait de maintenir sa position, mais la sueur perlait sur son front. O'Donnell baissa les yeux, accablé. Le poids de ce qui venait de se passer, de ce qu'ils avaient fait et dont ils étaient maintenant témoins, commençait à leur peser sur l'estomac comme du plomb en fusion. Marcus se tourna vers les officiers qui l'accompagnaient. L'un d'eux, un colonel du corps d'armée, département de la justice militaire, prenait déjà des notes dans un classeur rigide relié en cuir. « Colonel Davis, » dit Marcus d'un ton ferme, la voix calme mais tranchante, « ces 2 officiers sont responsables de l'arrestation illégale et de l'agression physique d'un vétéran décoré. Aucune accusation claire. Juste un abus d'autorité. Une faute manifeste. Discriminatoire. » Davis hocha la tête, son expression inchangée, le geste d'un homme qui avait déjà anticipé ce résultat. Marcus tourna son regard vers Joyau. « As-tu quelque chose à dire maintenant ?» Joyau ouvrit la bouche, mais seul de l'air en sortit. Il resta silencieux,
paralysé comme un enfant surpris en train de voler. Raymond, qui avait observé en silence depuis le banc, prit enfin la parole. « Je ne veux pas qu'il s'excuse. » Marcus se tourna vers lui, confus. « Papa. »« Je ne veux pas de paroles en l'air, » dit Raymond fermement. « Je veux qu'ils apprennent. Et qu'on leur retire ce badge. Car un badge sans respect, c'est comme une arme entre les mains d'un lâche. » O'Donnell déglutit difficilement, son regard passant de Marcus au colonel. Il savait, sans l'ombre d'un doute, que ses jours dans la police étaient terminés. Pourtant, ce n'était pas le pire. Le pire était l'indéniable vérité, ils ne pouvaient même pas justifier ce qu'ils avaient fait. Aucune excuse, aucun mensonge ne pouvait masquer la vérité nue. Le colonel Davis se tourna vers les officiers de la station. Sur ordre de l'armée américaine, la suspension immédiate des officiers Brent Holloway et Stephen Donnell est décrétée. Une enquête fédérale sera ouverte en collaboration avec les affaires intérieures et le bureau du procureur général. Cette intervention a été officiellement enregistrée comme un incident grave de faute policière, aggravé par une discrimination raciale. Un silence de mort s'abattit sur tout le commissariat. Même les agents non impliqués restèrent figés, leurs mouvements stoppés. Le bâtiment lui-même sembla trembler sous le poids d'une honte collective et inconfortable. « Remettez vos armes et vos badges tout de suite », ordonna Davis en croisant le regard de Joyo. Joyo hésita. Marcus fit un pas en avant, un seul mais ce fut suffisant. Joyoguet comprit. Lentement, il sortit son pistolet de service de son étui et le posa sur la table avec un clic sec et retentissant. O'Donnell le suivit, les mains tremblantes tandis qu'il faisait de même. Raymond se releva seul. Le gonflement de son visage, le sang séché qui couvrait sa mâchoire et les rides creusées non seulement par l'âge mais aussi par la guerre lui donnaient une présence différente. Il se tenait là, non pas comme une victime, mais comme un homme à part entière. Un homme humilié, mais pas vaincu. « Allons-y, mon fils. » Marcus le regarda avec un mélange de fierté et de rage qui mijotait encore juste sous la surface. « Oui, papa. Allons-y. » Ils empruntèrent le couloir central, baignés dans un silence presque sacré. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait, lourd et solennel, comme le marteau d'un juge concluant un procès longtemps différé. Derrière eux, figés dans la stupeur, se tenaient deux hommes qui, des années durant, s'étaient bercés de l'illusion d'être au-dessus des lois. Désormais, dépouillés de leurs uniformes, privés de leur insigne, sans le moindre masque pour dissimuler ce qu'ils étaient réellement, ils apparaissaient à nu, exposés, réduits à leur vérité la plus brute. La porte se referma derrière Marcus et Raymond, lentement, dans un claquement sourd. Et pour la toute première fois de cette nuit étouffante, le poids de la justice s'abattit enfin du bon côté sans vaciller, sans retenue, avec la précision d'un coup près longtemps attendu. L'aube pointait timidement à l'horizon, peignant le ciel d'un gris pâle, presque fragile, lorsque le père et le fils franchirent les marches du commissariat. Raymond s'arrêta un instant sur le trottoir, droit dans ses bottes, le manteau froissé entre les mains à un manteau usé, maculé de poussière, dont l'insigne de la Navy ne tenait plus que par un fil. Marcus le remarqua. « Je vais t'en acheter un neuf, » dit-il, sur un ton qu'il tenta de rendre léger, presque désinvolte, comme si ce geste pouvait suffire à effacer tout ce qui avait précédé. Mais Raymond secoua la tête, lentement. « Non. Ce n'est pas acceptable. Chaque couture porte en elle une histoire, et désormais, celle-ci en contient une de plus. » Un silence s'installa. Puis Marcus murmura, la voix cassée, les yeux soudain tournés vers le sol, pas uniquement pour cette nuit, mais pour toutes les fois où il avait été absent, pour toutes les blessures qu'il n'avait pas su prévenir, pour ne pas avoir protégé l'homme qui, toute sa vie, l'avait protégé, lui. « Je suis désolé. » Raymond tourna lentement la tête, l'observant de biais avec un sérieux sans dureté, chargé de cette vérité que seul un homme brisé puis reconstruit peut porter. « Tu ne pouvais pas me protéger de quelque chose qui était déjà pourri depuis bien avant ta naissance, » dit-il avec une gravité paisible. Puis, après une brève pause, comme si chaque mot pesait des décennies, il ajouta, d'une voix basse mais ferme, « Mais aujourd'hui, tu as fait quelque chose que moi, je n'aurais jamais pu faire, il y a 40 ans. Aujourd'hui, tu les as obligés à rendre des comptes. » Un long silence tomba entre eux, suspendu dans l'air froid du matin. Au loin, la ville s'éveillait, indifférente, inconsciente de ce qui s'était joué derrière ces murs, mais dans ce recoin oublié du monde, quelque chose s'était déplacé. Ce n'était pas encore la justice parfaite. Ce n'était pas non plus la rédemption. Mais c'était déjà quelque chose. Quelque chose de vrai. Quelque chose d'irréversible.
Raymond redressa lentement sa casquette, inspira profondément, se tint plus droit encore, et se dirigea vers la voiture de son fils. Avant d'y monter, il s'arrêta une dernière fois. Il se retourna, jeta un regard en arrière vers le bâtiment qu'il quittait à jamais, puis, d'une voix claire et assurée, déclara. « Laissez-les rester là, avec ce qu'ils pensent. Et qu'ils n'oublient jamais qui je suis. » Marcus le contempla longuement, le cœur serré. « Et qui es-tu » demanda-t-il. Raymond monta dans la voiture avec un demi-sourire, discret, mais chargé de toute une vie. « Le père du général. »